Alors, mon Pag, on continue? Absolument. Alexandre Normandin. En date d'aujourd'hui, si Anaheim appelait, vous échangeriez David Reinbacher contre Tristan Luneau? Toi, Mathias? Ben, je vais t'avouer bien franchement que j'ai pas vu Luneau dans la Ligue américaine cet hiver. OK. Alors, je serais bien embêté. OK. Moi, je pense que Tristan Luneau a sa place dans la Ligue nationale. Reinbacher, au départ, était un meilleur espoir que Luneau. Reinbacher, je trouve qu'il a une bonne saison à Laval. J'ai pas de problème avec sa saison, sauf que il y a toujours la crainte des blessures dans le cas de Reinbacher. Alors, ne serait-ce que pour ça, je pense que je le ferais, mais j'essaierais d'aller chercher un petit peu plus de la part d'Anaheim parce que Reinbacher est quand même le pedigree d'un choix top 5 et Luneau est quand même un choix de deuxième ronde qui, à l'âge de 22 ans, est encore dans la Ligue américaine. Mais disons, alors, j'essaierais d'aller chercher plus. Si Anaheim t'appelle là, oui. T'es pas tenté d'attendre un an avant de sauter sur le... Non, cependant, je ne le ferais pas un contre un. Okay. Genre, tu irais chercher un choix de 2 en plus? J'essaierais de regarder qu'est-ce qu'il y a en Anaheim qui pourrait me plaire, puis j'essaierais d'extraire le plus de jus possible de... Ils n'ont pas des centres en trop, eux autres? Pardon? Ils n'ont pas des centres en trop? Ben, ils ont des joueurs avec ils ont du papier sablé peut-être en trop. Alors, j'essaierais peut-être de viser de ce côté-là. Ah oui? Oui. OK. Simon Lafrance. Patrice Bernier, l'un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire du Québec et du Canada, a également joué au hockey dans la LHJMQ. Si cela n'avait pas été du soccer, avait-il un avenir dans le hockey? Quel était l'avis du Serpent? Oui, je me rappelle de Patrice. Il a joué 2 ans, à l'âge de 17 et 18 ans. Il a joué à Val-d'Or, il a joué à Sherbrooke. Moi, je trouve que c'était un défenseur qui était fiable. Il comprenait la game. Il y avait quand même un petit peu d'attaque en lui. 34 points, 39 points, ces 2 saisons. Mais en tant que défenseur de 5 pieds 10, qui n'était pas exceptionnel... 5 et 10, c'est généreux. Oui, OK. Moi, c'est 5 et 9. OK, parce que tu le connais. Patrice, j'ai écrit sa bio. Ouais. Puis moi, je sais qu'il m'avait dit qu'il a appris après coup qu'il y a peut-être Calgary qui avait de l'intérêt à l'inviter à un camp, mais pas assez pour être repêché. Puis évidemment que de faire les deux... c'est plus possible aujourd'hui, mais même à l'époque, c'était quand même exigeant. C'est parce que c'est une combinaison qui est assez particulière. Dans la NCAA aux États-Unis, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont jouer et au football et au basketball. Ça, tu sais, c'est très courant. Il y en a qui vont faire baseball et football, mais hockey et soccer, c'est vraiment une combinaison spéciale. Et d'ailleurs, il est allé dans l'NCAA après, il est allé avec Syracuse, jouer au soccer. C'est ça, exactement. Alors, je pense qu'il a fait le bon choix parce qu'il est devenu une légende du soccer au Québec. Exact. Alors que dans le hockey, peut-être qu'il aurait roulé sa bosse dans les ligues inférieures. En fait, mon avis de recruteur à l'époque. Mitch P. On parle souvent du style des autres équipes à ce temps-ci de l'année. Par contre, on jase très peu du style du CH. On y va généralement plutôt par joueur. J'aimerais vous entendre décrire le style du CH, surtout leur style pendant les séries. Mais pendant la saison, je trouve que c'est un style qui est très ouvert, contrairement au style des Taignoirs de certaines autres équipes. Quoique certains matchs... Oui. Mais je ne sais pas en série, toi, comment tu décrirais leur style. Je pense qu'ils essaient de s'adapter à ce que l'autre équipe fait. On dirait que souvent, c'est ouvert aussi en début de série. Ouais. Puis plus ça avance, dans chaque série, ça se ressent. Oui, exactement. Buffalo, ça a été ouvert. Là. Ça a été ouvert. Ça a été ouvert au début. Fait que c'est ça. Stéphane Dumaresque. Le Snake affirmait dernièrement sa confiance de voir Trevor Connolly jouer à temps plein l'an prochain en LNH avec Vegas. Pourtant, Vegas ne développe pas de joueurs d'impact. Il les échange contre des joueurs qui auront un impact immédiatement. Ma question, si Connolly demeure bel et bien à Vegas, ne risque-t-il pas de se retrouver bloqué, comme Lafrenière semble avoir été à New York pendant plusieurs années? Il y en a un qui s'est développé, par contre, à l'attaque. Oui. Pavel Dorofayev. Dorofayev, c'est ça. Alors, je pense que si t'es bon, on va te trouver une place sur le top 6, mais c'est sûr que Vegas... S'il gagne la Coupe Stanley cette année, il n'y aura pas grand place sur le top 6. Peut-être sur un troisième trio, Connolly pourrait faire un début de carrière intéressant. Mais c'est sûr que moi, en tant que, avec tout ce que j'ai dit sur Trevor Connolly depuis 2 ans, c'est sûr que la seule chose qui m'énerve, qui m'inquiète, je dirais, pour ma prédiction, c'est pas le jeu de Trevor Connolly. C'est ce que Stéphane vient de dire. Fait qu'il y a tout le temps les mauvaises équipes, Providence, Vegas. Oui, on dirait. Mais là, à Henderson, ça va bien. Dans la Ligue américaine, ça va bien. Fait que c'est sûr que ça me fait peur un peu. Il y a une partie de moi qui souhaitait qu'il soit échangé pour se retrouver dans une équipe peut-être où on aurait un trou béant sur le top 6 qu'on pourrait lui donner immédiatement. Regarde, on verra, mais c'est sûr, comme tu dis, s'il joue bien,
on va le faire jouer. Celle-là, je te l'accorde. Puis en même temps, peut-être que Vegas va avoir besoin de faire de la place sur le plafond. Hein? Exactement. Ils sont coincés en ce moment. Alors peut-être qu'un gros salaire va devoir être largué et faire jouer un joueur de $1 million, ça peut avoir une très, très grosse valeur au sein d'une équipe. Sam, le gars des vues. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d'un défenseur 5 ou 6 sur un club champion? Ah, j'allais la réponse. Oui, vas-y. Ça va te faire plaisir. Vas-y. Plus. Numéro 5, oui. Kaden Goulet. OK. Oh, tu le mets loin? Ben, au sein d'un club champion, oui, c'est correct, c'est correct. Numéro 5, t'es en business. Ah oui, parce que moi, tu vois, je te disais souvent c'était un 4, là, mais club non, 5... mais là, c'est du luxe. C'est du luxe, là. Oui, OK. Carrier. OK, donc... Carrier, en ce moment, joue contre un offensif puis un plus défensif. Puis Carrier, en ce moment, il joue comme un 3, là. On s'entend, mais en saison, il jouait comme un 6. Moi, je pense que sur une troisième paire de défense, la première caractéristique, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de les envoyer sur la glace un 12, 13, même 15 minutes par match si besoin est. Ben, Brett Kulak. Oui, c'est ça. Un 5 parfait. Alors qu'il y a d'autres joueurs, tu les caches. Ouais. Puis tu retiens ton souffle, puis tu te dis, ouf, on va lui donner 2-3 chiffres en première période. Puis là, ça exige encore le retour de Jacky. Oui, c'est parce que Jacky, il faudrait quasiment que tu joues à 7 défenseurs avec Jacky parce qu'il y a quand même l'élément. Mais Nicolas Deslauriers ne joue même pas non plus. Oui, il y a ça. Tu sais, c'est pas... Taylor Hall ne va pas arriver devant Jacky puis let's go, on les jette, là. Non. Come on. Regarde, un défenseur, une paire idéale pour moi, c'est un joueur qui transporte la rondelle, mais pas nécessairement, on dit qu'il ne sera pas de calibre top 4, mais qui a un certain côté offensif et un gars qui reste en arrière et qui peut être extrêmement fiable, même en désavantage numérique, en dernière minute de jeu, peu importe. Pas un gars que tu as peur d'envoyer sur la glace. Mettons que Reinbacker s'était développé comme on aurait espéré. Oui. Hudson, Madison, Reinbacker, Dobson. Et là, tu as Goulet Carrier sur une troisième paire. C'est la meilleure troisième paire de la Ligue nationale. OK. Non? Oui, dans ce sens-là, oui. Oui. Non, c'est Madison que je ne sais plus, là, mais... Ben, c'est un top 4, là, on s'entend. En fait, ça dépend. Ben... Je sais qu'il y en a bien qui ne l'aiment pas. Là, on partira pas une autre guerre, Brunet, Boisvert. Il y a déjà eu Antoine la semaine passée. J'en ferai pas une. Non, j'en ferai pas une pour Matheson. C'est pas... ça me tient pas à cœur, le sujet de Matheson. Mathieu Belchamber, question pour Simon. Le noyau à Winnipeg est vieillissant. Et prêt à gagner maintenant. Scheifele a 33 ans, entre autres. Si tu étais à la place du directeur-gérant Cheveldayoff, échangerais-tu le 8e choix au total pour Shane Wright? C'est drôle, hein? On parlait de Winnipeg tout à l'heure, hein? Qui est maintenant un noyau vieillissant alors que c'était un jeune noyau. Si j'échangeais le 8e choix au total pour Shane Wright, jamais de la vie. Ben non, je n'échangerais même pas le 28e au total. Mais pourquoi Shane Wright? Peut-être le 28e, mais pas le 8e. Oui. C'est-tu pour faire la comparaison avec le débat Wright-Slavkovski? Pourquoi il target ce joueur-là en particulier? Non, peut-être, je ne sais pas, je suis pas dans la tête de Mathieu, mais peut-être que Mathieu se dit que Shane Wright est quand même un joueur de la Ligue nationale, qui a quelques années d'expérience, qui n'est pas trop vieux et qui pourrait peut-être, je dirais pas ressusciter, mais mieux progresser à Winnipeg. Peut-être que c'est ça que Mathieu pense. J'ai exagéré avec le 28e. Oui. Échangerais-tu le 18e contre Shane Wright? Je te dirais que au repêchage 2026, mettons, ça serait conditionnel. Je dirais à l'équipe, si un joueur que j'aime est encore là, non. Si ma liste est vide, ou presque, oui. Okay. Parce que tu as un joueur quand même de troisième trio de la LNH. Ouais, mais au 18e rang, tu es à peu près dans... Donc, pas un top 15. Tu es borderline. Oh non, pas un top 15. Non. Pascal Turcotte. Bonjour Snake. Il arrive que ma fille Gabrielle de 9 ans vous écoute lorsque j'écoute vos podcasts. Elle a une question pour vous. Avec la victoire de la Coupe Walter de la Victoire de Montréal, elle se demande quelle était votre évaluation de Marie-Philippe Poulin à ses débuts et auriez-vous un comparatif de joueurs de la LNH qui lui ressemblerait le plus? Bon, comme je ne peux pas suivre toutes les ligues, je suis vraiment pas un expert. Logan a de la compétition là, avec Gabriel. Ben oui. Comme je peux pas suivre toutes les ligues, je suis vraiment pas un expert en hockey féminin, alors j'ai posé la question
une couple de personnes qui sont beaucoup plus au parfum que moi. Oui. Et ce qu'on m'a dit, c'est que, bon, on sait qu'elle a joué à l'Université de Boston. Et ce qu'on me disait dans ce temps-là, c'était une genre de Sidney Crosby, dans le sens que bonne dans les deux sens de la patinoire, très intelligente, un bon lancer. Et on m'a également parlé, peut-être une comparaison avec, dans le style de jeu, peut-être Jonathan Taves. Oui. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça ressemble à... c'est la Crosby du hockey féminin. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça, moi non plus. Tu sais, en étant spécialiste de la Ligue nationale de hockey, tu te concentres vraiment là-dessus. Tu te concentres sur les espoirs. Ça en fait beaucoup. Je suis vraiment content que le hockey... Et j'ai couvert le premier match de Manon Rhéaume à l'époque, en 1993, à Tampa. Le hockey féminin a fait des pas de géant et je suis content enfin que les femmes puissent vivre de leur métier puis qu'il y ait un public pour ça. Manon Rhéaume, d'ailleurs, qui a été nommé directeur gérant d'une équipe à Détroit. À Détroit. C'est ça, parce qu'elle habite la région. Exact. Depuis longtemps. Es-tu à Détroit? Ou elle habite la région depuis longtemps. Ses gars ont joué dans le programme américain. Oui. Simon Lerat. Tiens. Voici une question un peu ludique pour vous. Gary Bettman vous appelle et vous confie le mandat de chacun créer un tout nouveau trophée pour la Ligue. Qu'est-ce que les trophées Simon Snake Boisvert et Mathias Brunet vont récompenser? Ben moi, c'est facile. Le joueur le plus électrisant. OK. Alors, autrement dit, Connor McDavid le gagne depuis 10 ans. Moi, ce serait probablement... Ben là, c'est compliqué un peu, mais en même temps, c'est facile. C'est le joueur dont l'équipe... le plus désavantagé par la taille, parce que j'ai toujours été désavantagé par la taille. Mes gars aussi, ben Antoine moins, Charles-Émile plus désavantagé par sa taille, qui a réussi à surpasser les attentes malgré la taille. Oui, sauf que comment t'appelles ça un trophée de même? T'sais, moi, c'est le joueur le plus électrisant. Ouais, ben, le trophée Lynn Hudson. OK, c'est bon. C'est bon. Ça ne vous tenterait pas un défenseur défensif? Il me semble que ça fait plusieurs années qu'on se dit... Oui, mais moi, si tu parles de mon naissance à moi, comme toi, c'est sûr que ce serait un gardien de je sais pas quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Pag, une petite parenthèse pour nos auditeurs plus âgés et qui doivent s'en souvenir et nos plus jeunes qui vont l'apprendre. Rod Langway a gagné dans les années 80 le trophée Norris 2 ans de suite. Rod Langway était un gars aux statistiques. Écoute, il n'y a pas un choc qui l'aurait pris dans ses poules de hockey, mais il a gagné le trophée Norris, malgré le fait que Paul Coffey, à l'époque, était un défenseur qui marquait plus de 100 points. Incroyable. Je parlais tout à l'heure dans l'épisode régulier d'un désintérêt pour le jeu défensif. Paul Coffey, c'était le cas, mais Paul Coffey, contrairement à Ryan Murphy, l'espoir rétro de la semaine, était un gars de 100, qui a eu des saisons de 100-125 points. Gabriel Jasmin. À quel point il serait réaliste que la ECHL ou une ligue associée aux équipes de la LNH devienne strictement une ligue de développement entièrement au service de la LNH, comme un camp des recrues mais étendu sur la saison complète, avec salaire signé dès le repêchage? L'idée serait de faire évoluer ensemble tous les meilleurs espoirs de chaque organisation aussitôt repêchés à 18 ans, indépendamment de leur provenance. Ben, Gabriel, écoute, c'est un beau rêve. Moi aussi, j'aimerais ça, sauf que ça n'arrivera pas parce que y a le hockey junior, il y a les ligues européennes, il y a des joueurs. Tu sais, je veux dire, je pense que ça arrivera. Ben, on peut jamais dire jamais, mais pour le moment, c'est pas le cas. Moi, mon rêve, c'était que les joueurs admissibles au repêchage, les 16-17 ans, un peu comme le programme américain fait, on les regroupe tous dans la même équipe. Moi, j'aurais aimé qu'on regroupe tous les joueurs dans la même ligue. Alors, cette année, on pourrait comparer McKenna, Stenberg, Albert Smith, Carson Carrolls et compagnie, l'un contre l'autre, alors qu'en ce moment, on est éparpillés dans 14 ligues différentes et ça devient de plus en plus difficile d'évaluer les joueurs. Peut-être une équipe junior en Europe, justement. Oui. Oui, il y a des ligues juniors en Europe. Un programme de développement canadien, un programme de développement européen, un programme de développement au moins un par pays. Américain. Au moins un par pays. Ou bien un par pays. Un par pays, mettons Suède, Finlande. Parce que là, il y a des ligues juniors, mais c'est tout éparpillé. Il y a la ligue junior plus forte que l'autre. Ça serait bien. Comme les États-Unis ont fait. Ouais. Thomas Barlow. Salut Snake. Je suis un fan assumé des Leafs et des Sharks.
Est-ce que les clubs qui visent la reconstruction devraient prendre des notes afin de se bâtir en premier lieu une défensive solide, si le repêchage le permet, avant de chercher des joueurs de puissance à l'attaque pour avoir l'espoir de faire un long chemin en série? J'essaie de comprendre, Thomas. Ouais, amateur, à la fois des livres, c'est les Sharks. Oui. Okay. C'est correct. Écoute, c'est deux visions aux antipodes. Oui, mais c'est top 2, les 2 premiers choix du prochain repêchage. Bon, c'est peut-être ça aussi. Let's go, T'es Thomas. sûr que c'est pas ton pseudo, ça? Non, c'est pas mon pseudo. Moi, je te dirais, Thomas, idéalement, tu veux repêcher les défenseurs en premier. Mais le repêchage fait en sorte que tu peux pas... Tu sais, Chicago l'a fait là, avec les Levchunov. Ben oui. C'est pas nécessairement une bonne idée. Mais Chicago, à l'époque, avait eu Duncan Keith et Brent Seabrook plusieurs années avant de repêcher Jonathan Toews et Patrick Kane. Ça, c'était l'idéal. Mais tu peux pas calculer ça comme ça. Regarde, les Sharks, eux autres, c'est les attaquants qui ont repêché en premier. Puis les Islanders se sont dit, on va pas passer à côté de Schaefer, même si Misa est très bon offensivement. Fait que c'est pas une question de... Ça revient encore c'est au l'idéal. même cliché. Meilleur joueur disponible. Excusez-moi. C'est l'idéal, mais malheureusement, le repêchage fait en sorte, comme tu le dis, ne le permet pas toujours. Nicolas Bourbonnais. Je sais qu'il ne faut pas s'alarmer et je reste dans l'hypothétique, mais à la vue des performances de Caulfield en série, pensez-vous qu'il pourrait faire partie d'une transaction, un peu comme Huberdeau versus Tkachuk, à moyen long terme, si cette tangente en série se poursuit? On a peut-être compté 3 ce soir. Oui. Regarde, moi, je vais répondre de façon générale. Peu importe les performances de Caulfield, là, puis Caulfield, c'est un exemple, mais ça peut être bien des exemples. À un moment donné, c'est sûr qu'une équipe, on le dit souvent, si elle veut boucher un trou, s'améliorer énormément une position, des fois, elle est obligée de donner quelque chose d'autre qui va créer un déficit à une autre position. Dans le cas d'Huberdeau Tkachuk, bon, j'ai compris un peu ce qu'on essayait de faire, mais il y avait une question de contrat aussi. Je pense que Tkachuk ne restait pas à Calgary. Ouais. Alors non, je ne pense pas que Cole Caulfield va être échangé. Mais je comprends l'idée qu'à un moment donné, ça peut arriver que des joueurs comme ça sont échangés, mais à ce moment-là, il faut que tu sois sûr de les remplacer. Caulfield, c'est quand même 51 buts cette année. Raphaël Simard. Peut-on faire un parallèle entre la période où Carey Price dominait la LNH en tant que gardien, portant son équipe, et l'impact actuel de Connor McDavid, qui domine comme centre et fait aussi gagner son équipe, même lorsque l'ensemble reste moyen? Ben moi, je te dirais que je vois le parallèle. Oui, il y a un parallèle. Mais je crois que Connor McDavid est plus dominant comme attaquant que Carey Price l'était comme gardien de but. Ouais, mais je comprends le parallèle que sans Carey Price, le Canadien finissait dernier. Puis sans Connor McDavid, Edmonton ne serait pas bien haut dans le classement. Ça peut se débattre, mais en même temps, c'est parce que tu as des gestionnaires qui n'ont pas tout le temps pris les bonnes décisions. Ouais. Ces gars-là sont mal entourés. Dans les deux cas. Ouais. J.R. Marcotte. Le problème des Hurricanes en demi-finale depuis quelques années peut-il être causé par le fait que l'adversaire provienne de la division Atlantique, réputée depuis quelques années comme étant la meilleure de la métropolitaine? Ben, oui. C'est sûr. Hein? Oui, écoute, Tampa, Floride. Ben oui, ça n'a pas aidé la Caroline. Caroline qui a 2 victoires, 13 défaites dans le corridor depuis les 4 fois qu'ils sont rendus, depuis 8 ans. Infini Dynastie. Salut, le Snake. Que pensais-tu de Pavel Bure? Je suis trop jeune pour l'avoir connu malheureusement, mais ça fait quelques personnes qui me disent que c'était un des joueurs les plus spectaculaires de son époque. Un Russe spectaculaire, j'imagine que c'était ton style. Pas de bière. T'allais pas te chercher de bière. Non. Oh que non. Moi, lorsque j'avais évalué Connor McDavid dans le junior, j'avais dit qu'il était une combinaison de plusieurs joueurs. Et une de ces combinaisons, un des joueurs que j'avais nommé dans la combinaison, c'était Pavel Bure, dû au fait que Pavel Bure est probablement le joueur qui se rapproche le plus de McDavid dans un aspect du jeu, c'est-à-dire faire des jeux à pleine vitesse. Ouais. Il faisait des jeux à pleine vitesse. Une grande vedette complémentaire. Oui, McDavid est meilleur. Non, mais même, ça restait un joueur complémentaire. C'était pas le gars qui tirait l'équipe à... Non, t'as raison. Puis c'est même pas Kucherov non plus. Non, t'as raison. Nicolas Leblanc. J'ai une question pour le Snake. Peut-on vraiment dire que les Canadiens ont fini leur reconstruction alors que la ligne de centre est sensiblement la même qu'avant la dite reconstruction, Suzuki, Dano, Evans, et que le trou au deuxième centre n'a jamais été comblé? T'as tout à fait raison. Ah oui. Puis je pense que... Et c'est une bonne nouvelle. Puis je pense que Kent Hughes le sait.
Je pense que même si le Canadien gagnait la Coupe Stanley, il va y avoir une recherche de deuxième centre qui va être faite. Ben, c'est une bonne nouvelle. Tu es dans le carré d'as, puis ta reconstruction n'est pas finie. Oui, puis il te manque un deuxième centre. Oui. Kevin Durand. Salut Snake. Peux-tu nous parler d'Alex Pelletier, meilleur pointeur de la USHL? Pourrait-il être un bon dard à lancer au repêchage? Oui, Alex Pelletier, qui joue, un Américain qui joue aux États-Unis, qui a remporté le championnat des pointeurs de la USHL à l'âge de 20 ans. Il ne faut pas l'oublier. Oh. C'est un gars de 5 pieds 10, 190, mais qui s'en va à Boston College l'année prochaine. Et il devrait être un des piliers en attaque là-bas. Il a eu 48 buts en 59 matchs cette année. C'est un gars qui lance beaucoup. Il lance. Alors lui, il se dit, à un moment donné, ça va rentrer. Il a un puissant lancer. Et ce que j'aime bien de lui, il n'a pas peur d'aller dans le coin, même si c'est un gars de plus petite taille. Est-ce qu'il y a un avenir dans la LNH? Je ne le sais pas, mais c'est sûr que c'est peut-être un bon dard à lancer au cas où. Et à Boston College, après une couple d'années, qui sait? Mais certainement pas par le Canadien. Non. Parce que tu viens de dire qu'il lance. Je t'ai pas vu venir. On termine avec Renaud Lisée. Avec le parcours en série du CH, j'aimerais qu'on réévalue la décision de Michael Hage de retourner en NCAA. Il s'est écoulé un mois. On a également vu Michigan nommer un autre joueur capitaine. Est-ce que Michael Hage n'est pas sorti de Montréal malgré lui? Il ne s'est pas sorti de Montréal. Je pense pas nécessairement que c'est sorti de Montréal, mais je persiste et signe. C'était pas la meilleure décision à prendre parce que Montréal voulait l'avoir. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne s'en servira pas comme à pas cet été pour se solidifier. Mathias, est-ce que tu penses qu'il aurait joué en série? Je ne sais pas, mais ne serait-ce que d'être dans l'entourage de l'équipe. Regarde, Michael Hage avait atteint, j'ai toujours dit que c'est pas une catastrophe là, qu'il joue un an de plus, il ne faut pas partir en peur, mais il a quand même atteint l'âge où les joueurs terminent leur stage junior, ils s'en vont dans la Ligue américaine. Et là, il fait une année NCAA, alors qu'il pourrait être soit à Montréal, soit à Laval. Regarde, c'est pas la fin du monde, mais j'ai quand même été surpris qu'il fasse une troisième saison. Les Canadiens voulaient qu'il vienne aussi, ne serait-ce que pour corriger ses mauvais plis. Voilà. Comme on a fait avec Slavkovski qui est arrivé rapidement à Montréal pour corriger. Alors que là, on craint qu'il ne corrige pas ses mauvais plis dans NCAA où il va être dominant. Tu as tout à fait raison, Mathias. Alors voilà. Pag, c'est comme du vélo, hein? C'est un plaisir de vous retrouver, les gars. Ben oui. Ouais. Puis salutations à la petite famille. Bravo encore. Merci. Merci, Simon. Puis bonne semaine à tout le monde. Yes.